L'instant le plus heureux d'une vie humaine est le départ vers une terre inconnue. Richard Burton. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone. Partons aujourd'hui à la rencontre d'Hélaïs sur les routes de la soie depuis octobre 2023. Elle nous conte les raisons de son départ, ses motivations et toute son histoire autour de cette aventure à vélo. Bonne écoute. Alors moi je m'appelle Hélaïs, j'ai 30 ans, je suis originaire de Martinique, une île française de la Caraïbe, mais je vis depuis une dizaine d'années dans le sud de la France hexagonale et je travaille en tant que freelance en conseil en politique publique, mais bon actuellement je travaille pas parce que je suis partie pour un voyage d'à peu près 1 an et demi à vélo en direction de la Chine et puis du Japon. Alors c'est pas mon premier voyage à vélo, j'avais déjà voyagé à vélo plusieurs fois sur d'abord un petit voyage très court sur les bords de Loire, sur la Loire à vélo, entre Gien et la mer, l'océan Atlantique. Et j'avais eu un gros coup de foudre pour le vélo et pour voyager à vélo à ce moment-là, un coup de foudre qui était quasi obsessionnel. Après, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de partir pour un grand tour de France à vélo. Ce que j'ai fait 1 an après, où j'ai parcouru la France, c'est traverser la Suisse, aussi un petit bout d'Allemagne sur environ 5000 kilomètres. Et puis après ça, j'avais toujours envie, donc je voyageais un petit peu du sud de la France où j'habitais vers l'Espagne, j'ai fait des petits voyages. Et je suis partie l'automne, enfin pas l'automne dernier, celui d'avant, aux États-Unis pour pédaler de Vancouver à Los Angeles. Et c'est vraiment ce dernier voyage où j'ai décidé que en fait je voulais expérimenter le voyage à vélo au très long cours, au long cours en tout cas sur un voyage long d'une année à peu près, parce que c'est quelque chose auquel je pensais depuis longtemps, mais j'avais un peu l'impression que je pourrais attendre de peut-être avoir quelqu'un pour venir avec moi ou ce genre de choses. Et en fait, quand je suis rentrée de ce voyage aux États-Unis, j'avais pas envie de rentrer et je me dis ok, en fait c'est le moment pour moi. J'arrête pas d'y penser, j'ai un peu du mal à me projeter où j'habite parce que je pense à partir. Donc voilà, l'envie est un peu venue de là. Et puis pourquoi sur les routes de la soie, pourquoi vers la Chine et le Japon? Alors déjà parce que les routes de la soie, quand on dit ça, il y a plein d'imaginaires assez incroyables qui viennent en tête et j'étais un peu portée par cette vision très romantique. Je sais pas ce que j'imaginais, si j'avais l'impression que j'allais voir des des cortèges de caravanes avec des dromadaires de partout sur la route, mais en tout cas j'avais vraiment un imaginaire très fort pour cette idée de route de la soie. Mais aussi, du coup, moi je suis diplômée en relations internationales et j'avais aussi vraiment une grosse curiosité pour certaines régions qui sont sur le trajet, donc notamment les Balkans, mais le Caucase aussi, et la littérature de voyage m'avait rendue quand même très curieuse de l'Asie centrale et du Pamir. Donc c'était ce trajet permettait un peu d'explorer tout ça et en fait voilà, c'est ces deux choses, l'envie d'un long voyage et dans cette direction, déjà parce que c'était possible de pédaler longtemps sans prendre l'avion dans cette direction, et aussi parce que j'avais envie de découvrir ces régions-là. La préparation physique, comme à chaque fois que je pars à vélo, il y en a pas vraiment eu. Ce qui fait que la préparation physique, en fait, c'est les premières semaines à vélo où parfois on souffre un petit peu. Alors, comme je voyage régulièrement à vélo, donc j'étais je sais pas, oui, quand je suis partie pour ce voyage, je suis partie en octobre et j'avais fait un petit voyage à vélo en avril ou en mai où j'avais fait à peu près Montpellier-Barcelone à vélo, et puis bon, j'avais rejoint Minorque et j'avais un peu pédalé sur l'île de Minorque. Bon, c'est pas vraiment de préparation. Après, je fais du vélo au quotidien parce que j'ai pas de voiture et que j'habite à la campagne. Mais j'avais pas vraiment de préparation physique et j'étais quand même, comparativement à d'autres voyages, en assez mauvaise forme physique quand je suis partie. Mais ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur parce que je sais qu'en voyage à vélo, en fait, il suffit de s'écouter et de faire moins au début et qu'en fait, on souffre un peu, mais le corps, il prend très vite le pli de toute manière. Ce qui a été un petit peu surprenant, c'est que le vélo était un petit peu plus chargé que d'habitude sur ce voyage parce que, pareil, la préparation logistique, en gros, j'ai décidé de partir peut-être 3 4 mois avant le départ effectif, donc ça a été assez rapide la prise de décision et la préparation. J'avais la chance d'avoir déjà de l'épargne nécessaire pour financer le voyage sans que ça soit du coup une question. Et du coup, j'avais aussi le matériel, j'avais déjà le vélo, les sacoches, enfin la plupart des sacoches.
Ce que j'ai dû changer sur la grosse partie de la logistique, c'était de prendre en compte l'hiver, parce que je prévoyais de traverser les Balkans en hiver. Et pour le coup, je n'étais pas équipée pour des conditions hivernales, donc ça a été le choix d'un bon sac de couchage qui permet d'être confortable. Et je viens de la Caraïbe, donc la question du froid, c'était vraiment quand on dit que sur Compostelle on porte ses peurs, bah moi je suis partie vraiment avec ma peur du froid, et du coup je suis partie en me disant non mais j'achète le matériel qu'il faut, quitte à porter un peu plus, mais je veux pas avoir froid. Donc ça a marché, mais du coup je portais un petit peu quand même sur le matos d'hiver. Donc ça a été principalement ça, c'est de réfléchir à quelle solution, parce que j'y connaissais pas grand-chose sur le fait de pédaler en hiver, du coup, donc de trouver des bonnes solutions entre avoir des vêtements qui tiennent chaud, mais qui soient modulables et qui soient respirants. Et donc voilà, c'était principalement ça. Et après, ben, mentalement, j'ai fait peut-être une petite erreur quand je suis partie aux États-Unis. Je sais pas, j'ai dit à mes parents 15 jours avant, ah, en fait, je pars aux États-Unis pédaler. Et là, je l'ai annoncé assez tôt parce que le projet était un peu grand et je crois que j'avais besoin de le dire pour l'acter à moi-même aussi. Et du coup, en fait, en verbalisant son projet, ben, on a évidemment des gens super qui sont hyper enthousiastes pour nous et qui sont pleins de support. Mais il y a aussi toutes les peurs d'autres personnes qui projettent et qui expriment et du coup qui font douter. Et ça, c'était un peu dur à gérer. Moi, j'avais envie de partir. En fait, sur la dernière ligne droite, j'avais envie de partir avec un élan positif et de pas avoir ces discussions sur la géopolitique du monde, sur le risque parce que c'est des questions que je m'étais posées avant. Enfin, j'avais une approche assez rationnelle de ces questions. Du coup, je savais à quoi m'attendre. Je savais aussi quoi regarder pour décider au moment donné si c'était faisable ou pas. Mais c'est vrai que quand on part au dernier moment, c'est des questions qu'il faut se poser avant. Je pense pas au dernier moment parce qu'au dernier moment, c'est juste très négatif, quoi. Ça a été un petit peu dur. Sur la préparation de l'itinéraire, je suis pas partie avec un itinéraire tracé précis sur chaque kilomètre tracé, quoi. Par contre, je suis partie avec des envies, donc des endroits où j'avais envie de passer. Je savais par exemple qu'en Italie, je voulais passer vers les lacs. Après, je voulais aller dans les Dolomites, donc j'avais un peu une idée de comment ça pouvait s'organiser sur le trajet. En France, je savais que je voulais passer par les Écrins, par exemple. Euh, et du coup aussi, bah, j'avais pris rendez-vous avec ma tante et mon oncle. Je leur avais dit, ah bah, j'ai pas eu le temps de passer vous voir avant. Vous êtes un peu sur ma route, donc je vais passer. Donc ça s'est un peu fait comme ça avec quelques. Et pour la suite, après, sur les grandes lignes, j'avais vraiment un peu des grandes envies sur le voyage, à la fois de quelques endroits où j'avais envie de passer. Je sais pas, en plus c'était le lac de Bled, je savais que j'avais envie d'aller à l'est de la Turquie et après la trace précise elle se fait un peu au jour le jour sur les recommandations des personnes qui connaissent des jolies routes, des jolis itinéraires, bah, au fur et à mesure on regarde, on se renseigne un peu précisément et puis du coup on trace quelque chose, enfin ça s'est vraiment fait comme ça. Alors la première journée à vélo, elle était incroyablement dure et en même temps elle aurait dû être très facile. En gros, j'habitais à environ 45 km à vélo de chez mes parents. Et bon, par contre, en gros, j'habitais au pied du plateau du Larzac, donc 45 km à vélo, mais quasiment 1000 mètres de dénivelé positif. Donc bon, une petite balade tranquille, mais en même temps avec le vélo chargé moins tranquille. Et surtout, j'avais fait mon déménagement quelques jours avant, mais il me restait quelques affaires à déménager, donc je partais avec le vélo très chargé parce que j'emmenais le reste de mon déménagement sur le vélo pour cette première journée. Donc je me souviens, bon, le matin, je me réveille, je vivais en colocation, prends un peu le café avec mes anciens colocataires, du coup, on habitait pas loin d'une ferme, donc on va peser le vélo sur les grands pèse-palettes de la ferme. Donc je me souviens au départ là, donc j'avais un petit peu de nourriture, de l'eau, des affaires en trop que j'amenais chez mes parents. Et donc moi et le vélo, ça faisait 100 kilos tout rond. Et donc je pars et vraiment à la sortie du village commence une première montée d'environ 500 mètres de dénivelé positif qui emmène sur le plateau du Larzac.
Et là, dans la montée, vraiment, les doutes, évidemment, les doutes. Le vélo était chargé, j'étais pas entraînée, c'était dur. Et je me dis, mais waouh, ça va être dur. Et donc, je pars vers 11 heures à peu près, et j'avais pas mangé. J'arrive en haut du plateau, je fais une petite pause café, et en fait, j'avais pas pris de snack pour grignoter. Et donc, je continue, et en fait, au fur et à mesure, donc une fois sur le plateau, c'est vallonné, mais sans grosse ascension, jusqu'à un cirque, et après le cirque, c'est la descente sur le cirque, et jusqu'au village de chez mes parents. Ça monte doucement en suivant la rivière. Donc, je fais cette partie-là en commençant à être un peu en hypoglycémie quand même, et en ayant le vélo chargé, en n'ayant pas mangé, donc c'est pas évident. Là, j'ai des gros doutes. Mon père, qui a un VTT électrique, voulait me rejoindre un peu, donc il me rejoint au niveau du village. Et là, c'est la dernière portion où il y a, je sais pas, 5-6 kilomètres, mais qui montent assez dur et qui finissent par 2 kilomètres de piste, donc non revêtue, forestière, pour arriver dans le hameau isolé où vivent mes parents. Et là, en plus, je suis plus seule, il y a mon père, il faut que je garde la face, il faut que j'ai l'air un peu crédible quand même sur cette envie d'aller en Chine. Et là, j'ai pas d'énergie. Bon, il m'avait emmené un petit paquet de gâteaux, mais bon, ça sauvait pas. Et donc, on commence à monter. Et moi, c'est dur. À un moment, sur la piste forestière, je pousse le vélo, et mon père me proposait tous les 10 minutes de si je voulais prendre le VTT électrique, et qu'il pousse mon vélo. Et j'ai refusé, et on est arrivé chez les parents, et vraiment là, je me suis dit, mais ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, au final, après les jours suivants, le lendemain, je suis partie. Je dirais que les premiers jours, à part bon, cette première journée qui était dure physiquement, mais une fois que le vélo a été un peu allégé et puis que j'ai pris le rythme, ça allait. Mais les premiers jours en France, en gros, j'ai pédalé environ 15 jours avant de passer en Italie. Ils ont été un petit peu durs parce que, à la fois trop bien, parce que je suis passée par les gorges du Tarn, c'était un rêve d'y passer à vélo, les paysages sont très beaux, je suis passée par l'Ardèche, enfin, les écrins, donc c'est vrai qu'en France c'est magnifique et c'est très agréable de rouler en France, on a des infrastructures qui sont très chouettes. Mais en même temps, bah, comme c'était en France, j'ai vu plein de personnes pendant ces 15 jours sur le trajet. J'ai des amis qui sont venus pédaler 2-3 jours avec moi. J'ai croisé de la famille, je me suis arrêtée dans de la famille. Du coup, c'était un peu des au revoir perpétuels, et j'ai eu l'impression que c'était pas un départ, que en fait le voyage a commencé en entrant en Italie. Sauf qu'en même temps, bah, c'était déjà le voyage, et du coup, à chaque fois, dire au revoir, et tout ce processus aussi de se détacher pour réussir à se dire, bah, je pars à l'aventure, il était ralenti, donc il était un petit peu mentalement fatigant. Mais bon, c'était une partie qu'il fallait faire. Et puis après, en fait, quand je suis arrivée en Italie, c'est comme si j'étais vraiment rentrée dans le voyage. Et là, il y a eu un moment formidable, de vraiment lune de miel, quoi, de sensation de c'est incroyable d'être là, de vivre ça, ça y est, quoi. Enfin, je suis partie. Et du coup, tous les doutes, ils sont partis d'un coup, quoi. Ils se sont évaporés, et ça a été que du plaisir, alors que la météo était horrible. Et en fait, j'étais tellement sur mon petit nuage, que malgré les trompes d'eau là qui tous les jours s'abattaient sur moi, j'avais le sourire, et j'étais contente d'être là. Là, ça fait 10 mois que je suis sur la route. Du coup, la sensation, elle est vraiment très différente que la sensation au début, ou même après 1 mois et demi. C'est vraiment, en même temps, c'est vraiment ce que je recherchais, que le voyage s'inscrive dans une forme de routine. Du coup, c'est le cas. Après, c'est pas du tout une routine linéaire, c'est vraiment une routine avec des hauts et des bas. Donc là, vraiment, à cet instant précis, ça a été assez étonnant ces derniers temps, enfin, c'est vraiment ces derniers jours, la dernière semaine peut-être. J'ai eu un petit coup de blues, presque un goût de blues de la fin du voyage, alors que c'est pas du tout la fin du voyage. Mais du coup, là, je suis à Tbilissi, donc je vais basculer sur l'Asie centrale. Et le fait d'arriver en Asie centrale, j'ai un peu l'impression que c'est la dernière ligne droite du voyage, une dernière ligne droite qui va sûrement durer 7 mois, hein, donc c'est pas du tout la fin. Mais je sais pas, mentalement, il y a un peu quelque chose qui s'est passé, comme si on a un rêve de voyage, on rêve d'un voyage, et puis quand on le vit, en fait, le rêve disparaît d'une certaine façon, parce que ça devient notre réalité. Et donc il faut un peu gérer ça, parce que forcément, bah, la réalité, enfin franchement, très sincèrement, elle est souvent merveilleuse. Elle est à la hauteur du rêve. Elle est souvent différente du rêve, mais moi je me sens hyper chanceuse de vivre tout ça.
mais en même temps, c'est aussi une réalité, donc c'est complexe, c'est pas toujours parfait, il y a des choses qui sont un peu décevantes des fois, et du coup, c'est des fois dur d'accepter justement que ce dont on a rêvé, qui nous a porté pendant tant d'années quasiment, est en train de disparaître pour devenir des souvenirs. Enfin, c'est à la fois merveilleux à vivre, mais un peu émotionnellement des fois un peu difficile. Mais en même temps, du coup, là, moi, je suis vraiment sur un stade où j'arrive sur une région du monde que je connais pas du tout, qui va être très intense physiquement, parce que du coup, là, ça va être environ 1500 km de désert en plein été. Donc c'est un sacré challenge enfin, physique et mental. Et après ce désert, en fait, ça va être la route du Pamir, qui est une route de montagne, donc sur le massif du Pamir, qui est entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et c'est un massif un peu qui finit la chaîne himalayenne, plus ou moins. Cette route, c'est une des plus hautes routes du monde et elle passe par beaucoup de cols au-dessus de 3000 mètres et plusieurs cols, je crois, il y a 3 cols au-dessus de 4000 mètres avec le plus haut col à 4600 mètres. Et tout ça sur une route de très mauvaise qualité, sans asphalte. Donc c'est un sacré défi physique aussi. Et c'est vrai que là, cette perspective-là, elle est aussi super enthousiasmante. Et, euh, et voilà, après, sur les difficultés du voyage, euh, sur des choses que j'avais pas forcément prévues, j'ai rencontré un autre cycliste sur la route, on pédale souvent ensemble et aussi séparés. Du coup, ça a rajouté une variable humaine d'interpersonnel qui est à la fois super intéressante et vraiment sympa d'avoir parfois quelqu'un avec qui partager la route, partager les doutes, aussi quelqu'un que du coup à la fin on commence à bien connaître et qui est un petit peu comme avoir un copain quoi sur la route avec nous. Et en même temps, ben, quand on passe trop de temps ensemble, H24, ça, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, gérer aussi ça, gérer de l'humain dans un voyage où moi j'étais partie seule et au début j'avais l'impression que je devrais me gérer que moi, enfin, sans, euh, sans quelque part l'aléatoire que quelqu'un d'autre peut emmener au voyage. Mais j'étais aussi partie en me disant que un an et demi de voyage, c'est un peu comme la vie, quoi. On peut pas partir en étant sûr de ce qu'on va trouver sur la route, quoi. Et que c'est ce qui est aussi beau, quoi. C'est d'accepter ce côté imprévisible. Donc voilà. Et si une, ouais. Et je dirais, alors c'est pas quelque chose que j'ai découvert sur ce voyage, mais moi je fais face de manière régulière à deux grosses difficultés sur le voyage. La première, c'est mes règles en tant que femme. C'est très dur pour moi de gérer mentalement avant mes règles, ce qu'on appelle le SPM, le syndrome prémenstruel. En fait, tout ce chamboulement hormonal qui, en fait, quand je pédale et quand t'es en voyage où t'es hyper stimulé en permanence, et du coup toujours un petit peu quand même sur le fil avec la fatigue, etc., de gérer ces moments-là où souvent j'ai les émotions qui partent dans tous les sens et la douleur du vélo, quand les règles arrivent, c'est vraiment... je l'avais un petit peu expérimenté avant, mais j'ai eu vraiment des moments très difficiles liés à ça là, dans ce voyage. Bon, généralement, je m'arrête quand je peux, mais j'ai quand même eu des moments où sur des montées, je finissais en larmes parce que j'avais très mal, parce que j'arrivais pas à le gérer, et que je me sentais, j'avais l'impression que c'était pas juste, parce que j'avais très envie de finir la montée, de finir ma journée, et que évidemment que mes règles étaient arrivées juste au moment où j'arrivais dans les montagnes, enfin, et ça a été quelque chose, parce que évidemment sur 10 mois, ben c'est genre ça arrive 10 fois ou 11 fois, enfin, du coup on a un peu l'impression, enfin c'est quand même quelque chose de présent quoi, et de récurrent, et qui est pas facile, enfin pour moi qui est pas très facile à gérer. Et puis le deuxième problème auquel pour le coup je m'y attendais pas, c'est que je suis migraineuse, je fais des crises de migraine, mais généralement j'en fais assez peu et depuis le début de mon voyage j'en ai fait plusieurs. C'est des crises très violentes et quand on est tout seul, qu'il faut en 20 minutes trouver un endroit où monter sa tente pour être en sécurité, pour pouvoir s'allonger en attendant que la crise passe, c'est aussi des moments très stressants et pour l'instant à chaque fois que ça s'est passé, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose que maintenant j'appréhende et que j'appréhendais pas au début du voyage.
de savoir s'il y a une crise qui va se produire, quand, espérer qu'elle se produise pas à un moment où ça va être vraiment galère, quoi. Là, par exemple, dans le désert, vraiment, c'est aussi de se dire, bah, si elle arrive entre deux villages, en gros, il y a environ entre 80 et 150 kilomètres entre deux villages, bah, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je mets la tente sous le soleil? Enfin, c'est des petites questions, mais c'est vrai aussi que des fois, c'est des sujets dont on parle pas trop sur le voyage, mais c'est aussi des réalités sur le voyage au long cours. On fait avec notre corps, avec nos petits problèmes, mais en fait, des petits problèmes peuvent quand même devenir des vraies difficultés et faire passer des vrais moments pas assez stressants quand même. Bon, dans les voyages, les journées types ont quand même beaucoup changé. Juste pour une parenthèse, en gros, en hiver, on se lève pas si tôt que ça. Il fait quand même assez froid le matin. On se lève pas trop tard non plus, mais en même temps, ça sert à rien d'essayer de décoller à 7 heures du matin parce que, enfin, il y a des gens qui le font. Moi, je trouve ça désagréable parce qu'il fait très froid au moment de démonter la tente, que c'est compliqué. Et en hiver, en gros, je pédalais jusqu'à quasiment la tombée de la nuit, à peu près entre 1 heure et une demi-heure avant la tombée de la nuit pour trouver un endroit où mettre la tente et avoir le temps d'avoir la tente montée au moment où la nuit arrivait. En été, les journées, quand il fait chaud, les journées se décalent plus sur le matin. En gros, je commence au lever du jour, très tôt, et je peux finir la journée autour de 11 heures ou midi. Et en fait, l'après-midi, je pédale pas. Et j'ai eu le temps, en fait, de pédaler un certain nombre d'heures sur la matinée avant que la chaleur arrive. Mais du coup, à part le moment en gros du vélo où on met le vélo dans la journée, les journées types, c'est donc je dors principalement en tente, donc je me réveille. Moi, je suis assez du matin, donc quand je me réveille, j'enchaîne très vite les premières étapes. Donc je dégonfle mon matelas, je rentre mon sac de couchage dans sa pochette, je plie le matelas de sol, je vide la tente en gros et je range les affaires qui étaient dans ma tente. Souvent, j'ai assez peu de choses pour pouvoir bouger rapidement s'il y a un problème pendant la nuit. Je démonte la tente et après, selon, je prends un petit déjeuner sur le lieu du bivouac ou je poursuis un peu et je fais une pause un peu plus tard pour petit déjeuner ou en hiver par exemple. Souvent, je commençais à pédaler et je m'arrêtais au premier café pour rentrer, me réchauffer à l'intérieur d'un endroit, prendre un café, être au chaud. C'est vrai qu'en été, du coup, je prends plus souvent le petit déjeuner sur le lieu du bivouac parce qu'il fait bon et que c'est agréable. Mais voilà, et du coup, après, je commence à pédaler. Euh, ça, bah, le nombre de kilomètres et le nombre d'heures de vélo par jour est assez variable. Dans ce voyage particulièrement, ça aussi c'est quelque chose que je m'attendais pas. Par exemple, quand j'ai pédalé aux États-Unis, je pédalais 85 km par jour en moyenne et c'était assez constant. Là, ça vraiment, bah déjà en hiver, les journées sont plus courtes, donc on pédale souvent moins. En été, s'il fait très chaud, on peut retrouver un peu cette dynamique-là parce que malgré tout, en fait, le temps possible pour pédaler sans que la chaleur soit horrible, c'est assez court. Mais disons qu'une journée, quand même, j'essaye de faire 60 km, mais je peux faire des journées à 120, 130. Et pareil, ça dépend le dénivelé. Mais je me suis rendu compte que là, par exemple en Géorgie, où c'est quand même assez montagneux, les journées peuvent rapidement dépasser les 1000 mètres de dénivelé positif. Et après, bon bah, je sais pas, sur le plateau anatolien, c'est tout plat, donc il n'y a pas de dénivelé. Donc voilà, en gros, je pédale. Je pédale. Souvent, quand je pédale, j'écoute. Enfin, j'essaie d'avoir du temps vraiment sans rien, sans musique, sans autre stimuli que le vélo. Et après, souvent, à un moment, bah, on s'ennuie un peu. Enfin, je sais pas si s'ennuyer, c'est le terme, mais bon, quand on passe des jours et des jours à vélo, on a besoin d'un peu d'autres distractions quand même. On y passe beaucoup de temps sur la selle. Du coup, j'écoute des podcasts, de la musique. Souvent, moi, je fais pas de longues pauses dans la journée. Je pédale, je fais des petites pauses café, snack et puis j'avance. Et en gros, après le soir ou le midi, selon le moment de l'année, bah, voilà, bivouac, on monte le bivouac, on fait à manger. Soit bah, en Turquie, j'étais souvent invitée dans les familles, donc là, à ce moment-là, bah, ça dépend un peu de la famille, quoi. On est chez eux et puis on profite un peu de la compagnie. Et voilà, après moi je regarde souvent une petite série avant de dormir.
et dodo, et on recommence le lendemain. Je dirais que mon souvenir peut-être le plus fort, il est pas lié à des rencontres, il est vraiment lié à juste un moment de voyage. C'est le premier matin, je me suis réveillée sous la neige. C'était en Croatie et j'avais vraiment, je rêvais depuis un moment de la neige. Du coup, c'est vrai que le matin, quand je me suis réveillée et que c'était tout blanc, enfin, ouais, j'étais vraiment en train de vivre un rêve, et après la journée a été magnifique. Enfin, c'était des petites routes croates, toutes couvertes de neige, tout blanc. Enfin, c'était super. C'est vraiment un souvenir très très fort, parce que ça me semblait complètement surréaliste d'être là, d'être dans ma tente avec la neige dehors et puis après de partir pédaler. Mais et dans ces souvenirs un peu comme ça de moments, j'ai aussi passé la nuit avant celle de Noël. J'étais en Bosnie en train de redescendre vers Dubrovnik pour passer Noël à Dubrovnik. Et j'ai campé dans un immeuble criblé de balles, désaffecté, avec des impacts de balles de partout. Et c'est vrai que c'était assez... Bon, la Bosnie, c'est assez fort quand on se balade, de voir ces paysages qui sont quand même très marqués encore par la guerre. Et là, cet immeuble et cette ambiance à la fois un peu creepy, un peu space, mais spécial, mais en même temps, c'était un bel endroit. C'était particulier, et le fait que ce soit juste avant Noël, c'était un peu particulier. Mais sinon, en pays, la Turquie. La Turquie, définitivement, ce sens de l'accueil en fait, qui est permanent. C'est tout le temps que on vient nous inviter pour un thé, inviter à dormir dans une maison. Enfin, et c'est particulièrement vrai quand je suis seule, parce que je suis une femme seule, donc en fait on m'accueille un peu pour me mettre à l'abri. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de moments très forts comme ça de personnes qui échangent en plus sur leur quotidien, avec des vies qui sont quand même souvent très différentes. C'est particulièrement vrai dans l'est de la Turquie, qui est très un peu conservateur. Donc j'ai rencontré pas mal de femmes qui s'étaient mariées très jeunes, genre autour de 14 ou 15 ans. Et par exemple, qui ne comprenaient pas comment à 30 ans je pouvais ne pas être mariée, ne pas avoir d'enfants. Et en même temps, avec ces réalités très différentes, ça m'est arrivé qu'une seule fois de sentir un jugement de la part de mes interlocuteurs. La plupart, c'est juste une curiosité, mais en fait, c'est comme ça. On n'a pas la même vie, mais il n'y a pas de jugement associé. Ce qui est très agréable, en fait, d'avoir cette rencontre avec l'autre, un peu dépourvu de. On n'a pas besoin d'être pareil pour essayer de découvrir la réalité de l'autre, et on n'a pas non plus besoin de la comprendre entièrement. Parce que moi, je pense pas que je comprends entièrement ce que puisse être la vie et qu'est-ce qui mène à être marié à 14 ans, à avoir des enfants à 16 ans et d'en avoir 5 quand on en a 25, quoi. Mais en fait, j'ai pas besoin de le comprendre pour partager et, euh, et écouter quand on me raconte cette réalité-là. Et à l'inverse est aussi vrai. Du coup, c'était assez agréable de vivre ces moments d'échange très simples. Si je veux m'arrêter plusieurs jours et que je suis toute seule, parfois je peux ressentir d'être un peu seule. Et surtout, je dirais que je l'ai ressenti plus fort à mesure que j'avançais vers l'Est. Parce qu'en gros, quand on est encore proche de notre sphère culturelle, par exemple, en Italie, en fait, on s'arrête sur une place du village, on prend un café, des personnes viennent nous parler. La communication, déjà, elle est plus simple parce qu'on peut se parler potentiellement en anglais, ou en tout cas baragouiner entre l'italien et le français. Et donc, on arrive à se comprendre sans avoir besoin de passer par un traducteur qui, quand même, ralentit les échanges. Et surtout, en fait, c'est facile si je me sens un peu seule de m'arrêter dans une ville, d'être hébergée sur Wamshar, qui est une plateforme d'hébergement de cyclistes, et du coup d'être hébergée par un jeune un petit peu comme moi qui en fait partage un peu mon quotidien, et donc avec qui je vais pouvoir rapidement, je sais pas, prendre une bière et puis avoir l'impression d'être un peu à la maison. Plus je vais vers l'est, plus je me rends compte que les différences culturelles
sont fortes, les quotidiens sont très différents. Donc en fait, on partage, mais on connecte pas. Enfin, c'est la rencontre avec l'autre, elle enlève pas forcément le sentiment de solitude, parce que c'est quand même coûteux en énergie de se confronter à l'autre qui est différent. C'est coûteux parce qu'on parle pas la même langue, c'est coûteux parce que au final, on va pas boire une bière en terrasse, quoi. Donc les expériences qu'on partage, elles sont stimulantes, c'est incroyable, c'est pour ça qu'on voyage, mais elles sont aussi très fatigantes. Et du coup, oui, dans ces cas-là, le sentiment de solitude, il arrive pas à être comblé par juste la rencontre de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est assez sympa et que moi je fais partie de ces gens qui apprécient et enfin de rencontrer d'autres cyclistes occidentaux et en fait dans le voyage, je passe beaucoup de temps à être hébergée dans les populations locales et vraiment à m'intéresser au pays, mais j'ai pas honte d'apprécier de temps en temps d'avoir quelques soirées bivouac avec des gens qui me ressemblent et qui pour le coup comblent un peu ce sentiment de solitude qui peut exister sur le long terme, quoi, quand on part longtemps. Déjà, je suis contente parce que je me rends compte que quand je fais des ascensions maintenant, ça va. Genre, j'ai les jambes qui ont musclé et c'est de moins en moins dur. Donc ça me rassure justement avant la Pamir en me disant que même si je vais souffrir, je vais peut-être pas souffrir trop. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, et après, par contre, oui, sur l'évolution personnelle, je dirais que c'est vraiment ce que je voulais vivre, d'expérimenter le voyage comme un quotidien quand il est suffisamment long pour devenir une routine. Et du coup, ça demande beaucoup de lâcher prise aussi. Ça, j'apprends tranquillement. Je me rends compte que voyager, ça résout pas non plus tous les problèmes. En fait, on peut retrouver les mêmes insatisfactions qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans un voyage aussi. Et ça, c'est assez intéressant quand même à constater qu'au final, le changement, il doit être aussi à l'intérieur de nous et que c'est important de travailler sur notre capacité d'émerveillement, de voir le positif, d'être comment, reconnaissant pour les choses positives qui nous arrivent tous les jours et que c'est vrai en voyage, c'est vrai dans le quotidien. Donc ça, j'apprends tranquillement, un peu sur la route, au gré des rencontres. Et globalement, je dirais que c'est ça, et que vraiment c'est différent de partir longtemps que de partir en mois. C'est assez différent. Et oui, enfin, moi ça m'a aussi, c'est quelque chose que j'ai essayé, déjà en venant de la Caraïbe, c'est quand même une culture un petit peu différente de la culture française, de France hexagonale. C'est quand même des cultures qui sont un peu plus chaleureuses, un peu plus ouvertes aux autres. Mais voyager et rencontrer cette générosité, ça questionne beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup questionné sur nos sociétés individualistes, sur le fait de tendre la main plus spontanément. Et je trouve que c'est vraiment un état d'esprit. Quand on y est, on se rend compte que spontanément, on fait des choses qu'on ferait pas, peut-être on n'aurait pas le réflexe de le faire dans nos quotidiens en France. Moi, j'ai vécu à Paris, par exemple. Enfin, et c'est vraiment quelque chose où moi j'y pense souvent et je me dis j'ai vraiment envie de ramener ça, quoi, de pas le perdre, de pas oublier après 3 4 mois de voyage qu'en fait il existe une voie où on peut vivre ouvert aux autres, en se rendant service, en étant attentif aux personnes autour de nous et en étant généreux sans attendre grand-chose en retour et sans se poser 1000 questions. Et c'est vrai que c'est peut-être l'apprentissage le plus fort du voyage. Et c'est aussi quelque chose, quand j'en parle avec ma famille, avec mes amis, où tout le monde est un peu souvent émerveillé de l'accueil que je reçois et de la générosité que je reçois. Et je pense que ça sème des graines, en fait, voir que ça existe, que les autres sont capables de faire ça pour nous. Ça nous questionne sur ce que nous, on est capable de faire pour les autres. Et c'est très intéressant parce que je pense vraiment qu'on a beaucoup à apprendre en termes de culture, pas d'individu, mais sur notre modèle culturel aujourd'hui. Et notre façon de faire la société, elle est devenue quand même très individualiste et on s'en rend compte quand on va dans des sociétés où ça fonctionne pas comme ça. Je trouve que surtout les routes de la soie, c'est assez sympa pour ça, c'est que
c'est très progressif. On part d'une Europe connue pour aller vers une Europe moins connue et puis après pour aller vers des pays qui sont plus inconnus. Du coup, ça fait que c'est facile. En fait, c'est facile même au niveau de matériel. Au début, on trouve facilement des décathlons de partout, des magasins de vélo. Enfin, donc en fait, on n'a pas besoin d'être très expérimenté ou d'avoir l'équipement parfait. On peut toujours se rattraper sur la route, acheter le matériel qui nous manque, renvoyer facilement dans notre pays le matériel qu'on a pris en trop. Et surtout aussi, progressivement, en fait, on est dans du connu et puis on découvre l'inconnu très progressivement. Donc je trouve que c'est quand même une route assez adaptée pour même pour des gens qui seraient jamais partis à vélo et qui se disent je veux partir un an. En fait, ils vont pas se retrouver au milieu de la route du Pamir à 4000 mètres d'altitude où il y a aucune solution si on casse quelque chose sur le vélo à des kilomètres. On n'y arrive pas de suite, donc en fait le temps d'y arriver, a priori on a appris beaucoup de choses déjà sur le vélo, sur nous-mêmes, sur le matériel qu'il faut qu'on emmène. Donc je dirais globalement de pas hésiter et de pas non plus hésiter de trop sur la question physique, juste peut-être d'être raisonnable sur le poids qu'on emmène par rapport à sa forme, pas emmener trop de poids et de choisir un gros développement. Ça c'est quand même très confortable d'avoir un vélo qui permet de mouliner en montée. Ça, en fait, quand on est capable quand le vélo permet de mouliner suffisamment, malgré le chargement, ça fait que n'importe qui peut monter une côte longue et difficile. S'il peut mouliner, ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce qui est pas important, en fait, en voyage à vélo, on fait pas de la performance, en fait. Donc, et à la fin, il arrivera en haut. Par contre, si tu pars avec un développement qui est plus typé sport, qui permet, ok, de monter très vite, mais te permet pas de mouliner, ça peut être dur à des moments parce que franchement, faire toute une ascension en poussant le vélo parce qu'on peut pas être dessus, c'est pas agréable. Donc c'est peut-être mon seul conseil, c'est de choisir un développement qui permette de mouliner et de pas douter sur le reste, quoi. Ça se fera sur la route. Alors, je partage mon aventure sur Instagram, sur un compte qui s'appelle Une route à soi. Soit avec un E, c'est un petit jeu de mots entre les routes de la soie et un cheminement personnel. Et j'ai aussi une newsletter que j'essaie d'envoyer tous les mois, après un démarrage difficile, mais ça y est, maintenant, je l'envoie tous les mois, effectivement. Et donc voilà, en gros, pour me suivre sur Instagram, Une route à soi, et j'essaie de partager régulièrement des photos et des petits textes de manière un peu honnête sur le voyage, en essayant de pas tomber dans l'écueil d'un voyage aussi fantasmé, de mise en scène de soi héroïque tout le temps, et d'accepter de dire que parfois c'est dur, parfois c'est trop bien, et de partager tout ça, quoi, dans sa complexité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, ça aide énormément à être reconnu. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao!